C'est bon. Bon, on est bon? C'est bon? Eh ben, bonjour. Moi, je m'appelle Thomas Meyers et je ne suis pas PO chez Innovia. Puis j'ai pris une bière à la pause, donc je ne suis plus sobre non plus. Euh, moi, je m'occupe de tout ce qui est objets connectés chez Innovia. Et aujourd'hui, je vais vous faire de la presse qui vient avant les deux autres presses. Donc, très bien. Oui, on a décidé de le faire dans l'ordre chronologique, ça se passerait très bien. Donc, dans cette presse, qu'est-ce qu'on va voir? C'est comment est-ce qu'on passe de « tiens, j'ai une idée » à « tiens, je vais préparer mon sprint zéro ». Parce qu'il y a quand même un énorme truc entre « ah ouais, ce serait génial de se faire un nouveau produit avec ça et ça » et se sortir un backlog énorme avec de quoi s'occuper pendant des mois. Donc, avant ça, on va s'intéresser à ce que c'est qu'un MVP. Donc, Victor vous en a parlé très rapidement tout à l'heure. Une recherche Google très rapide, ça vous donne ça. Je vous épargne mon accent anglais. Une traduction Google très rapide, ça vous donne ça. Donc, en gros, c'est un produit où on peut toujours continuer à satisfaire des utilisateurs en retirant le maximum de fonctionnalités possibles. Donc, pour vous donner un exemple, ça ne marche pas qu'en texte, ça marche partout. Si on prend l'exemple de McDo, son MVP, ça pourrait être une façade avec une cuisine derrière et un endroit où on peut vendre des burgers à emporter. Il n'y a pas besoin de chaises, il n'y a pas besoin de table, il n'y a pas besoin d'avoir 12 burgers différents. Donc, il y a juste besoin, quand je vais chez McDo, la première chose que je veux, c'est d'avoir un burger pour pouvoir le manger. Le reste, ça vient en supplément. Donc, ensuite, ouais, je sais, mais même si vous avez faim, il y a les pizzas qui arrivent après, vous inquiétez pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait un MVP? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est pour apprendre rapidement de l'utilisateur. Je vais vous donner l'exemple de YouTube. YouTube, au tout début, c'était un site de rencontre. Donc, l'idée dans les créateurs de YouTube à la base, c'était ben tiens, je vais mettre ma vidéo en ligne pour me présenter et dire ce que j'aime. Et puis les gens en dessous, ils vont mettre des commentaires, je vais pouvoir parler avec et je vais rencontrer des gens. Donc ils ont commencé, ils ont lancé leur produit et ils se sont très vite rendus compte que ça marchait pas du tout. Ils en étaient arrivés à un moment où ils payaient 20 $ à des femmes pour qu'elles fassent une vidéo et se mettent sur YouTube. Ça n'a pas marché non plus d'ailleurs. Et à la fin, ils se sont rendus compte que par contre, les utilisateurs de YouTube commençaient à mettre n'importe quoi sur YouTube, des vidéos de leurs vacances, des vidéos de chats. Et ils se sont dit que ben, finalement, YouTube, ça pouvait devenir ça aussi. Et puis après ça, ben, YouTube, maintenant, c'est une société qui vaut des millions et des millions de dollars. Et si je mets... Pardon? Ouais, Google l'a racheté pour 1 million à l'époque. Donc, c'était un bon deal. Et tout ça, ça a marché parce qu'ils ont mis leurs produits dans la main des utilisateurs très rapidement. S'ils avaient passé une année de plus à peaufiner leur site de rencontre, eh ben, finalement, ils auraient peut-être sombré. Donc, on en arrive au deuxième point qui est être réactif au changement. Si jamais vous vous rendez compte rapidement que votre produit il est nul, ben, vous pouvez rapidement faire quelque chose à propos de ça. Si jamais vous vous en rendez compte tard, vous arrivez au dernier point, qui est modérer le risque. Vous avez 6 mois de cash pour développer un produit. Vous sortez votre produit au bout de 5 mois et demi. Et là, on vous dit, bon, bah, votre produit, il est nul. Il faudrait des trucs en plus. Et ces trucs-là, il va falloir 2 mois pour les développer. Ben, vous mettez la clé sous la porte. Alors que si jamais vous sortez un MVP très rapidement, vous vous rendez compte de ce que les gens aiment et de ce que les gens n'aiment pas. Et vous pouvez créer un produit qui a vraiment de la valeur pour ces gens-là. Donc, après ça, on va s'attaquer directement à l'idée. Donc, quand on commence avec une idée, qu'est-ce qu'on fait après? Donc là, c'est la slide où il va y avoir beaucoup d'informations, où je vais vous perdre pendant 5 secondes. Mais on va y aller un par un. Donc, je vais prendre directement un exemple. L'exemple, c'est Dropbox. Je pense que tout le monde ici connaît Dropbox. Là, normalement, j'avais prévu que ce soit interactif. Pour vous montrer à quel point c'est simple de faire un truc pareil, à partir du moment où vous avez une idée. Donc, on commence par la première case. La première case qu'il y avait dans ce graphe, c'était les problèmes. Donc,
Quand on s'intéresse au cas de Dropbox, quels étaient les problèmes qu'ils essayaient de résoudre? Donc, je fais la première tout seul parce que sinon, ça ne partira jamais. Donc, en gros, Dropbox, l'idée, c'était que, avant Dropbox, dès qu'on voulait transférer un fichier d'un ordinateur à un autre, c'était juste un enfer. Donc, on s'envoyait des versions par mail. À chaque fois qu'il y avait un truc qui changeait sur un des fichiers, il fallait le renvoyer à tous les collègues. Si jamais on avait des gros fichiers, c'était même plus le mail, il fallait copier ça sur une clé USB et l'envoyer. Donc c'était vraiment un enfer. Donc ça, c'est la première case de Dropbox. Après ça, Dropbox, ils se sont intéressés à autre chose. C'était qu'est-ce que moi je vais offrir comme solution. Donc très rapidement, là, en clair, Dropbox, ils font quoi? Ils partagent des fichiers, ils synchronisent des fichiers, comment? Voilà. Alors, en gros, quand ils font ça, ce qu'ils font, c'est que, en gros, ils ont un software qui vérifie derrière les changements de ces fichiers qu'on partage. Et à partir du moment où il y a un changement qui est fait, ça s'envoie directement de tous les côtés. Donc c'est un peu comme de l'envoi de mail, mais automatisé. Donc dès qu'ils ont trouvé leur solution, ils vont s'intéresser à leurs indicateurs clés. Qu'est-ce que c'est que les indicateurs clés? Donc, qu'est-ce que dans mon produit, je vais regarder pour voir si jamais ça marche ou ça ne marche pas. Donc, pour Dropbox, par exemple, qu'est-ce qu'ils regarderaient pour savoir si jamais leur produit, les utilisateurs sont contents de ça ou si jamais ils ont totalement déserté Dropbox? Voilà, le nombre de téléchargements, le nombre de moments. Le nombre de fichiers édités, le nombre d'installations, c'est tout ça. Donc c'est le nombre de fois où il y a quelqu'un qui va s'intéresser à Dropbox et télécharger le logiciel, le nombre de fois où quelqu'un va utiliser Dropbox, donc à chaque fois qu'on va modifier ça, à quel point est-ce que Dropbox va servir. Et enfin, il y a un dernier point auquel ils avaient pensé, c'était le nombre d'invitations envoyées. C'est j'utilise Dropbox, mais en plus de ça, je suis content de Dropbox, donc j'en parle à d'autres personnes et j'envoie des invitations. Donc, comme tout projet, dès qu'on a notre solution, on s'intéresse à ce que nous, ça va nous coûter. Donc, pour Dropbox, l'exemple simple, je regarde l'heure, ouais, je vais tracer un petit peu pour que vous ayez vos pizzas un peu plus rapidement. Donc, l'exemple simple pour Dropbox, c'était, eux, ils ont des coûts, c'est leur serveur, et les mecs qui développent les algorithmes derrière. À part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre comme coût qu'ils avaient. Donc, là, on arrive au point le plus important du truc, c'est la proposition de valeur unique. La proposition de valeur unique, c'est quoi? C'est quand vous avez un produit, comment est-ce qu'en une phrase, vous pouvez expliquer votre produit simplement et faire en sorte que les gens aient envie de s'intéresser à ça. Pour Dropbox, ça peut se résumer en « avec Dropbox, vous n'avez plus besoin de clé USB ». Dès que vous dites ça, les gens, ils vous écoutent. Les gens, ils veulent savoir. Donc, rien qu'avec ça, en fait, ça, c'est votre idée. Ça, c'est ce que vous voulez vendre aux gens. Quand vous avez décidé de ce que vous voulez vendre aux gens, il faut s'intéresser aussi à comment est-ce que je vais faire pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne après ça et qui vende la même chose que moi. Donc, en gros, si jamais je suis Dropbox et que j'ai commencé à faire mes algorithmes, que mon secteur, ça se passe bien, j'ai un énorme marché, qu'est-ce qui empêche le mec d'à côté de se dire, je vais faire un truc qui s'appelle Dropbox avec 2X et faire exactement la même chose. Ou Google Drive, par exemple, qui est venu plus tard. La première chose pour eux, c'était la barrière technologique. Donc, les mecs de Dropbox avaient fait un truc qui était ultra optimisé. Et assez rapidement, parce que les types qu'ils avaient engagés, c'était des pointes au niveau techno à ce moment-là. Donc, ce qui faisait que si jamais il y avait quelqu'un d'autre qui voulait rentrer sur le marché, il fallait directement qu'ils aient du temps pour développer quelque chose de bon et des compétences. Et puis ensuite, c'était les habitudes des utilisateurs. Quand j'ai organisé tous mes fichiers Dropbox et que j'ai tous mes trucs avec ma famille qui utilise ça, mes collègues qui utilisent ça, si jamais il y a un autre concurrent qui arrive, je ne vais pas me dire « Oh tiens, c'est mieux, je vais faire ça », et puis me retrouver sans interaction avec tous les gens que je côtoyais quand j'utilisais Dropbox. Donc,
Vous avez toute votre solution. Maintenant, comment vous allez en parler? Comment vous allez en parler? Les canaux de distribution, c'est aussi quelque chose d'important. Les canaux de distribution pour Dropbox, par exemple, c'était un blog et puis ce qu'on appelle la croissance organique. La croissance organique, c'est, tiens, moi j'utilise Dropbox, j'ai tout intérêt à parler aux autres pour leur dire, ben tiens, utilise Dropbox aussi, parce que ça m'aide à avancer. Dès que vous avez fait ça, on est presque à la fin du canvas. On arrive au niveau du client type. C'est qui la personne qui va utiliser mon produit? Vous ne produisez pas quelque chose pour la terre entière. Vous avez toujours un client type. Donc, pour Dropbox, par exemple, il y avait 2 clients types. C'était les personnes qui avaient plusieurs devices, donc par exemple 2 ordinateurs ou un smartphone et un ordinateur. Bref, de quoi galérer, des gens qui galéraient avec leur clé USB et leur envoi de mail chez eux. Et puis après, il y avait les petites et moyennes entreprises qui n'avaient pas d'intranet. Donc l'intranet à l'époque, c'était le concurrent de Dropbox. Si jamais j'ai un serveur en interne, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de Dropbox personnellement. Mais toutes les petites entreprises, elles n'allaient pas se payer un intranet. Donc, c'était une cible pour Dropbox. Et quand Dropbox a commencé à créer son produit, il savait vers qui se concentrer. Et on arrive sur le dernier point, qui est, à partir du moment où j'ai ma super solution, comment est-ce que je fais pour avoir de l'argent qui rentre tous les mois dans la caisse et faire en sorte de m'en sortir? Et donc pour Dropbox, eux, ils étaient partis sur l'idée que je vais faire un abonnement freemium, donc quelque chose qui est gratuit pour des fonctionnalités basiques, et puis si jamais je veux plus, je paye. Et donc ça, là, je l'ai fait en 4 minutes. Quand vous avez une idée et que vous vous posez pour vous dire, tiens, qu'est-ce que je mets dans telle ou telle case, ça se fait globalement en une demi-heure, et ça vous oblige à vous poser toutes ces questions. Donc, si jamais on revient au truc final, ça donne ça. Et quand vous avez ça, vous vous êtes déjà posé d'énormes questions qui sont ultra importantes quand vous lancez un projet. Et si jamais il y a une case qui reste vide, c'est qu'en fait, vous n'avez pas véritablement réfléchi à votre projet. Donc, en 1 heure, vous vous êtes rendu compte de certains énormes problèmes ou de si jamais vous aviez une solution qui tenait plus ou moins la route. Mais tout ce que vous avez mis dans vos cases, comment est-ce que je pourrais dire ça de façon délicate? Ça vaut rien. Ça vaut rien parce que, de base, vous n'avez aucune idée de si c'est vrai ou pas. C'est que des hypothèses. Et donc, les hypothèses, il va falloir les vérifier. Certaines hypothèses, elles vont être vérifiées par des expériences métiers. Donc, vous savez très bien que vous avez fait 4 entreprises différentes et ces 4 entreprises galéraient avec les fichiers, avec les partages de fichiers. Vous savez que ça peut être un client type. Ce n'est pas une hypothèse trop risquée. Mais après, il y a d'autres trucs qui peuvent être énormément risqués. Et la véritable question, c'est comment est-ce que je vais faire pour réduire le risque? Donc, pour réduire le risque, il y a plein de manières différentes afin de réduire ça très rapidement. Donc, vous prenez vos hypothèses qui sont les plus risquées et vous vous demandez, tiens, comment est-ce que je pourrais tester ça? La plupart du temps, un test, ça ne prend même pas une demi-journée. Mais en fonction du risque de votre hypothèse, vous pouvez avoir des tests qui vont jusqu'à 2 ou 3 jours ou des tests qui font 1 à 2 heures au grand maximum. Le truc, ça peut être, tiens, j'hésite, je me dis que ça pourrait être tel client. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon téléphone et je vais appeler tous les gens que je connais qui correspondent à tel client et je vais voir si jamais mon produit, en 5 minutes, ça les intéresse ou ça les intéresse pas. Donc ça, c'est un test qui prend 2 heures. Il y a des tests qui sont plus complexes. Là, je vais vous donner 3 exemples de tests qui peuvent vous amener très vite à savoir si jamais votre idée, ça peut être un succès ou si c'est voué à l'échec. Donc, je reprends l'exemple de Dropbox. Dropbox, que le fondateur a fait au tout début, c'est qu'il s'est dit, avant même de coder, je vais voir si jamais ma solution, ça intéresse des gens. Excusez-moi. Donc, il a créé une vidéo. Cette vidéo, elle n'est pas génialissime au niveau des images, mais elle faisait passer le message de ce qu'était Dropbox. Il l'expliquait en 2 minutes, vous pouvez la retrouver sur YouTube, et il l'a mis sur son blog avec derrière ça un lien pour pouvoir s'abonner. Donc il avait directement fait une version premium en disant, voilà, moi je veux m'abonner à Dropbox, et il avait mis un lien en dessous. Ce lien, il envoyait vers une boîte mail.
Donc, pour avoir une liste des gens qui pourraient être intéressés. Donc, avant même de mettre une seule ligne de code dans Dropbox, il avait plus de 5000 abonnés. Donc, il y avait 5000 personnes qui lui avaient dit « c'est bon, tu peux lancer ton projet. Si tu arrives au bout de ton projet, moi je paye. » Et donc, il est passé d'une énorme hypothèse de « tiens, ça pourrait intéresser des gens » à « tiens, j'ai déjà 5000 clients si jamais je développe le truc ». Et ça lui a pris une vidéo et une boîte mail. Donc, à tout casser, 2 jours. Et on passe de « j'ai une idée » à « j'ai un super produit, il faut que je le développe ». Ensuite, un deuxième type de test possible, c'est le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz, c'est faire croire aux gens qu'on a un produit qui fonctionne, alors qu'en fait, on fait tout nous-mêmes derrière. Donc là, l'exemple que je vais prendre, c'est Zappos. Zappos, l'idée derrière, c'est je vends des chaussures. C'est Sarenza, en fait, mais en Amérique. Ça a été racheté pour je ne sais plus combien de millions par Amazon il y a quelques années. Et le mec qui a fondé ça, au tout début, il s'est dit ce serait génial de pouvoir vendre des chaussures par Internet, mais le problème, c'est qu'il me faut des fournisseurs de chaussures, il me faut un endroit pour stocker ces chaussures, il me faut quelqu'un pour envoyer ces chaussures, il me faut un site, et il y avait énormément de choses différentes. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est fait un blog. Il est allé dans le magasin de chaussures juste à côté de chez lui. Il a demandé au mec si jamais il pouvait prendre des photos des chaussures. Il a pris des photos des chaussures, il les a mises sur le blog, et sur cette espèce de blog, il a fait un faux site où en fait il y avait juste le paiement et l'inscription qui fonctionnaient. Et donc tu pouvais t'inscrire et acheter des chaussures. Et en fait ce que lui il faisait, c'est qu'à chaque fois qu'il avait un achat, bah, il se levait, il allait au magasin à côté, il achetait la paire de chaussures, il allait à la poste, il mettait le truc dans une boîte et il envoyait ça. Et donc, en fait, il était arrivé d'un truc totalement fonctionnel à, en fait, même si jamais je vends mes chaussures à 55 $, je les ai achetées 50 $, ça m'a coûté 4 $ en frais de port, je me fais vraiment rien comme argent, mais il a appris énormément de choses. Il s'est rendu compte que le plus important, c'était pas que le site il soit beau, c'était pas que le site il soit avec énormément de marques de chaussures différentes. Le plus important, c'était la relation avec le client. Si jamais le client il a commandé du 42 et qu'en fait ces chaussures-là, c'est pas exactement les mêmes et qu'en fait il faudrait du 43, il faut qu'il puisse renvoyer ses chaussures très rapidement et récupérer du 43 très rapidement. C'est la première préoccupation du client. Et si jamais je reste dans mon coin et que je me dis tiens, qu'est-ce qu'il me faudrait pour lancer un site de vente de chaussures, ça, j'y pense pas, parce que je ne suis pas en contact avec le client. Donc, ça ne rapporte pas d'argent, mais ça rapporte énormément de données sur qu'est-ce qui va faire que votre commerce va marcher ou qu'est-ce qui va faire que ça va s'éteindre très rapidement. Le dernier point, c'est un de mes préférés, ça ne marche pas avec tous les produits non plus, mais c'est le Kickstarter. Donc, le Kickstarter, c'est un moyen énorme de voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Parce que si jamais j'arrive à bien décrire mon projet et que je dis, bon voilà, maintenant il me faut autant d'argent pour réussir à le financer et lancer le projet vraiment, je mets ça sur Kickstarter, je convainc des gens, j'ai déjà mes premiers clients, je suis déjà rentable. Si j'arrive pas à convaincre les gens, c'est que mon projet, il valait peut-être pas le coup, et donc je m'arrête là. Donc les mecs qui ont fait ça, c'est pas un des projets qui coûte le plus cher. C'était un exemple que je voulais vraiment montrer pour dire que ça peut se faire avec n'importe quel projet, pas que des projets tech où il faut 2 ans pour avoir un véritable produit tout propre et tout beau. C'est un jeu de cartes avec des chatons explosifs. Donc les types se sont dit, tiens, ça va me prendre pas mal de temps de dessiner tout ça et de me trouver un producteur de cartes et tout. Mais c'est vrai que ça pourrait être cool comme jeu de société. Ils ont balancé un Kickstarter et ils ont levé plus de 8 millions de $. Pour un jeu de cartes avec des chatons explosifs, des lasers et un peu de chèvre. Donc, donc du coup, avant même de commencer leur produit, ils avaient 8 millions de $. Donc, c'est encore un très très bon moyen de commencer et d'attaquer son MVP. Donc, il y a plein d'autres manières de tester. Si jamais vous cherchez d'autres manières, vous pouvez trouver sur Internet tout ça. Parfois sous le nom de MVP, souvent sous le nom de Proof of Concept, donc POC. Mais soyez inventifs,
regardez votre ligne Canva, et, qui est le tableau dont je vous ai parlé juste avant, et sortez une première version très très rapidement. Là où vous apprendrez le plus, c'est en contact avec les gens qui utiliseront vraiment votre produit, parce que c'est eux qui feront que votre produit sera un succès ou un échec. Bon, bah merci de votre attention. Si maintenant vous avez des points que vous voulez un peu plus spécifier, des trucs où j'ai pas été clair, c'est l'occasion, n'hésitez pas. Si même David n'a pas de questions, je ne sais pas ce que je vais faire. David n'a pas de questions. C'est bon. J'ai ma petite idée, mais alors c'est pas du tout provocant tout ça, mais en fait, c'est quoi le lien? C'est quoi les notions d'agilité qu'on retrouve là-dedans? Là-dessus, il faudrait que je ressorte le manifeste exactement pour ressortir les 4 principes, enfin les 4 valeurs et les principes derrière. Mais l'idée de base, c'est d'être de s'adapter au changement. Donc, c'est pas parce que j'ai une bonne idée que mon idée, elle va pas changer. Et plus vite elle changera, mieux ce sera parce qu'elle sera plus adaptée. Aide-moi sur les valeurs. Qu'est-ce que les 3 autres valeurs? C'était. Je sais pas, il y a les hypothèses, les feedbacks le feedback, on est en plein dedans. Ouais. Et donc après ça. Ouais, non, mais enfin bon, c'était effectivement l'idée que j'avais, mais je pense que c'était bien de mettre ça en perspective, quoi. Ok, bah. Mais très bonne presse en tout cas. C'est en plein dedans. Super. Merci Clément. Merci pour ton merci. Non, vraiment, non. Bon, à tout à l'heure. Question. Est-ce que ça peut être une solution de breveter une idée, ou enfin à quel moment le faire? Et je sais pas si tu pourrais y répondre ou. Je suis pas un expert en brevet, loin de là, mais notamment pour la concurrence, quoi. Enfin, tu as parlé à un moment donné d'avoir un avantage vis-à-vis des concurrents. Est-ce que le brevet, ça pourrait être une solution? Pas forcément. Là-dessus, sur certains types de projets, c'est des projets un peu spéciaux. C'est pas souvent des choses où on a une idée de MVP qui va très rapidement sortir, ou de proof of concept qui sortent dès qu'on y réfléchit un petit peu. Mais quand on a une très grosse technologie derrière, par exemple, oui. Bon, ça, souvent, on ne développe pas juste la technologie comme ça en se disant, bah tiens, elle me servira peut-être un jour à quelque chose. C'est souvent une technologie qu'on a, par exemple, dans une boîte, et on se dit, bah tiens, on pourra l'utiliser pour autre chose. À ce moment-là, le brevet, il est déjà mis. Si jamais on a un brevet à mettre dès le départ, l'ennui, c'est que les brevets, il faut être très spécifique, ça coûte de l'argent, et il y a beaucoup de moyens de réussir à contourner un brevet. Donc, et, par exemple, Dropbox, est-ce que tu penses qu'ils ont utilisé des brevets? Parce que tu avais dit qu'ils ont une technologie assez pointue quand même dans ce qu'ils faisaient. Donc, c'est possible, mais je ne vois pas spécialement lesquels viendraient. Pardon? Ils n'en ont pas utilisé. Ils n'en ont pas utilisé. Bon, bah voilà, la réponse est là. Mais en gros, surtout au niveau tech, en plus, les brevets ne sont pas sur les utilisations, mais sur la façon dont tu le fais. Donc, ça dépend vraiment. Ça peut être très compliqué. Ouais, c'est ça. Moi aussi, pour répondre à la question, j'ai l'impression que c'est davantage la manière dont on va mettre sur le marché une idée que l'idée en elle-même, à la base, qui fait que ça réussit ou pas, quoi. Je sais plus qui disait ça, mais il disait que globalement, si jamais vous avez une idée que personne d'autre a eue, vous avez à peu près toutes les chances du monde que ce soit une idée de merde. Donc, donc en fait, si jamais personne ne s'est jamais posé la question, c'est qu'il y a peut-être jamais eu de problème. Et si vous n'avez pas de problème, ben, vous n'avez pas de solution. Donc, pardon ? Il doit y avoir un premier à se poser la question. Oui, il y en a bien un premier, et parfois les premiers sont les gens qui réussissent à implanter correctement l'idée. Mais pour la plupart des cas dont on parle souvent, si jamais on dit oui, Facebook, ils ont eu une super idée et ils se sont retrouvés sur le marché au bon moment,
Il y avait MySpace qui était là à peu près au même moment. Je ne sais pas combien d'entre vous utilisent MySpace maintenant, mais voilà, les sourires disent, disent ce qu'il faut. Donc oui, on peut être le premier et avoir une très bonne idée, mais le plus important n'est pas comment tu as l'idée, ni ton idée, c'est comment tu l'implantes après ça. Juste, tu as parlé de Lean Canvas. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que je sais qu'il y a d'autres Canvas Oui, là-dessus, on l'a perdu, tant pis. Bon. Non, c'est pas spécialement nécessaire. Normalement, il y a toujours au moins un problème technique, ça se passe bien. On l'a, check. Donc, pourquoi Lean Canvas? En gros, c'est un modèle qui a été adapté de ce qu'on appelle le business model Canvas pour s'adapter plutôt au type de boîtes que sont les startups, qui évoluent dans un environnement très incertain. Donc ça peut marcher aussi pour des choses qui ne sont pas du tout des boîtes. D'une certaine manière, si jamais vous avez une idée de projet en interne qui ne va pas rapporter de l'argent, mais qui peut améliorer la vie de la boîte, vous pourriez passer par un truc pareil. Si jamais vous avez une idée de super chambre, enfin super nouvelle pièce dans votre maison, qui est une idée un peu innovative, vous pouvez utiliser ça pour voir si jamais vous êtes complètement, vous changez les coûts vous changez les revenus par, tiens, qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter au quotidien, ce genre de choses, et ça peut marcher. Donc il y a plusieurs canvas différents qui existent. Celui-là, c'est celui qui est souvent le plus utilisé quand on s'intéresse à je vais y arriver, un projet innovant.